Bonsoir à tous. Alors, petit réglage de cadre. Est-ce que tout va bien? Alors voilà. Ça a l'air, je vous vois dans la machine. On se voit, déjà tout va bien. Donc merci, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors au niveau du cadre, on va faire des petits réglages en direct. Vous voyez, nous sommes tranquillement installés aux assises du journalisme et je suis avec Patrick de Saint-Exupéry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Elles sont sympas les lunettes. Non, elles sont sympas. J'ai pas fait gaffe, mais elles sont sympas. Voilà, c'est un journalisme bienveillant, un journalisme positif, un journalisme inspirant. Voilà, c'est ce que j'ai envie en fait de faire avec Periscope. Et donc c'est votre première interview sur Periscope. Oui, c'est une grande première pour moi. Grande première. Je découvre l'outil. Alors, soyez indulgents. Voilà, je vous invite à être bienveillant avec Patrick de Saint-Exupéry. Voilà, vous voyez, ça commence bien. On va peut-être vous inviter à partager, les amis. Voilà, partager parce que c'est un JT exceptionnel. Nous sommes donc en direct de Tours où actuellement ont lieu les assises du journalisme. Courage pour la première. Voilà, on vous encourage. C'est gentil, merci. Voilà. Merci pour les invitations. Bonsoir Mrams. Voilà, donc j'accueille un petit peu les internautes qui arrivent. Malette66, merci d'avoir invité. 1, 2, 3, Yous, merci. Bilalba, remets les lunettes. Je vais peut-être pas les mettre pendant tout le JT. Hein. Les gens interviennent en disant ça y est, on est là, d'accord, je comprends. Oui. Voilà, il faut que je mette les lunettes aussi pour lire. Voilà. D'accord. Donc moi, on m'a demandé de remettre les lunettes. Je vais pas pouvoir les mettre longtemps parce que sinon je ne vois pas. Mais elles sont bien, vos lunettes. Merci, je comprends. Gentil. Voilà. Boa tarde, on vous parle même en portugais, c'est formidable. Slow down. Ah, je parle trop vite, excusez-moi, mais je suis un petit peu émue. Pourquoi? Parce que je suis impressionnée, parce que je suis à côté d'un grand journaliste, d'un grand reporter. Voilà. Oui, Patrick de Saint-Exupéry est un journaliste de renom, voilà. Vous avez été beaucoup sur le terrain. Vous avez été notamment au Libéria, je crois que vous avez été spécialiste du Rwanda également. Et surtout, vous avez le prix Albert Londres. Alors du coup, d'un seul coup, on se sent très petit. Voilà. Mais le sujet ce soir, c'est de parler de l'avenir du journalisme et peut-être des nouveaux médias. Et notamment, j'aimerais bien qu'on parle de Periscope et du live streaming. Mais tout d'abord, vous avez eu le courage et l'audace, il y a une dizaine d'années, de fonder un journal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est la revue 21. D'où est venue cette idée et qu'est-ce que c'est que cette revue 21? Parce que peut-être que certains parmi nous ne connaissent pas. Oui, bien sûr que je peux en parler. J'en parle avec grand plaisir. D'abord, je voyais quelqu'un qui disait « Je connais l'école Saint-Exupéry ». Moi, j'en connais plein d'écoles Saint-Exupéry. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des écoles Saint-Exupéry un peu partout. Il y en a une, par exemple, à Kigali, au Rwanda, une école Saint-Exupéry, on en trouve beaucoup. Et c'est un peu normal, parce que Saint-Exupéry, le Saint-Ex, a quand même marqué des générations et des générations à travers Le Petit Prince, etc. Donc voilà. Maintenant, 21... Attendez, Saint-Exupéry, parce que vous êtes lié à Antoine de Saint-Exupéry. J'ai dit le Saint-Ex, le vrai Saint-Ex. Voilà, il n'y a rien de famille, mais voilà, c'est Antoine Saint-Ex. Voilà. Non, alors 21, c'est une envie de journaliste. Voilà, c'est une envie de journaliste ça s'est fait à deux. Laurent Beccaria qui est éditeur et moi-même qui suis journaliste. En fait, nous avons additionné tous les deux nos constats et nos expériences. Et nous nous sommes dit en fait des choses très simples. C'est que nous avions envie de revenir à un journalisme humain. Un journaliste qui parle et qui nous parle, un journaliste qui soit utile aussi dans le sens où la base du journalisme, c'est de donner aux lecteurs, enfin à ceux qui sont intéressés, les moyens de se représenter le monde et de se représenter dans le monde. Le 21, c'est du journalisme narratif. C'est extrêmement important parce que on grandit avec des histoires. On nous raconte des histoires, toute notre éducation, en fait, toute notre jeunesse, notre adolescence, notre vie, en fait, nous vivons entourés des histoires. Et ces histoires que l'on nous raconte nous permettent de nous forger de la représentation du monde et aussi pour chacun de trouver sa place dans cette représentation. Donc vraiment, c'est des mots qui, pour nous, sont extrêmement importants. Il y a un internaute qui demandait, c'est pour vous, c'est quoi le monde? Mais c'est notre univers. Où est-ce qu'on vit? Comment on vit? Quel est notre environnement? On peut pas. On vit tout seul. Là, on est extrêmement en solitaire. Enfin, on a nos vies propres. Nous sommes à côté, mais je vous connais relativement peu. Vous me connaissez relativement peu. Mais vous avez forcément une représentation du monde. J'en ai une aussi. Elle est forcément différente, même si on peut être très proche ou très éloigné, même au plus près, elles sont forcément différentes. Et ces représentations que nous avons de
du monde qui nous entoure ont été nourris tout au long de notre vie par des histoires que l'on nous a racontées, qui nous ont permis d'essayer d'être au plus près et au plus juste. Et raconter des histoires, c'est revenir à cette volonté de parvenir à une représentation qui soit au plus exacte et qui n'est jamais parfaite, c'est évident, mais c'est donner les moyens. C'est sortir de la position qui est absolument très difficile avec le journalisme aujourd'hui, ce que j'appelle une position de surplomb. On vient dire aux uns et aux autres ce qu'il faut penser d'eux, ou ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est brutalement noir ou ce qui est brutalement blanc, comme si les uns et les autres n'avaient pas les moyens, eux, de se forger leur propre par eux-mêmes, leur voilà. opinion par rapport à ce que vous allez vous donner comme matière. Voilà. Et donc vous êtes reparti sur vraiment la matière, entre guillemets, sur l'humain, parce que vos reportages, je crois que c'est des reportages très longs, où vous prenez le temps. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu votre manière d'aborder justement dans la revue 21. Alors la revue 21, juste les choses à la base, c'est un trimestriel, c'est-à-dire c'est tous les 3 mois. C'est un livre de journalisme en fait, c'est 200 pages. C'est un livre de journalisme, des textes. Ah oui, donc 200 pages quand même, c'est oui, pas rien, attention les amis, revue 21. C'est un bel objet, il y a des illustrations qui sont faites par des artistes qui accompagnent les textes. Les textes sont de l'ordre de la nouvelle littéraire, donc il y a beaucoup d'exigences. Ça n'est pas de l'actualité, et puis nous ne sommes pas dans l'univers de la consommation aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marqueur tout simple, c'est qu'il n'y a pas de publicité dans 21. Pas de publicité, alors ça c'est fort. Pas une virgule de publicité. Lorsque 21... C'est un pari, hein ? Oui, c'était un pari. C'était un pari. Lorsque 21, le premier numéro de 21, c'est en janvier 2008. Au début, les gens étaient un peu incrédules, comme ça, un journal sans publicité, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas vivre, d'autant qu'il était question de raconter le monde, donc de faire du reportage, donc d'avoir des gens qui aillent vers les autres pour recueillir leurs histoires et les restituer, donc c'est des choses qui ont un coût, et au final, non, ça fait 10 ans que 21 existe, et ça marche comment ? Fonctionne avec les lecteurs. Les lecteurs, les abonnements. Nous ne vivons que de nos lecteurs, nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subvention, nous ne vivons que de nos lecteurs. Si les lecteurs partent, nous mourrons, et c'est très bien aussi, parce que ça oblige. Et c'est ça qui nous plaît, c'est que nous sommes en permanence obligés, de par nos lecteurs, de par les exigences, et d'être à l'écoute, et de faire attention. Il y a des mots qui disparaissent aujourd'hui que je trouve, moi, extrêmement importants, le respect. Ah le respect, nous ici sur Periscope, nous aimons bien, on aime bien. Vous prenez votre lecteur, c'est une personne, c'est pas un consommateur, c'est pas quelqu'un à qui vous avez quelque chose à vendre, c'est quelqu'un que vous respectez, que vous faites très attention à lui, mais pas attention, vous cherchez pas à le protéger ou à lui dire forcément ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'entendre, mais vous pesez vos mots, vous faites attention à ne pas être dans la brutalité. Vous pouvez raconter des choses qui sont parfois dures, mais on sait très bien qu'il y a des choses dures qui peuvent être racontées avec une force douce. C'est bizarre, c'est beau. Oui, mais c'est bizarre, mais c'est le cas. Il y a pas mal de questions en même temps. Pardon. Je ne veux pas vous interrompre, mais effectivement, gardez, n'hésitez pas. Alors, si parfois je ne vois pas tout de suite vos questions, n'hésitez pas à les garder pour plus tard. Ce n'est pas que. Mais moi, j'arrive pas à les lire en fait sans mes lunettes. C'est pour ça que je ne voyais pas. Pardon, voilà. Je suis désolé. Non, il y avait plusieurs questions. Il y avait d'une part, est-ce qu'on trouve la revue en Belgique ? Oui, on trouve la revue dans les librairies et dans les relais où il y a un espace librairie. Notre distribution, c'est la librairie. Il y avait une autre question sur est-ce que cette revue a une tendance politique ? Est-ce qu'elle a pris une tendance ? Vous savez, je vais vous raconter un mot qui nous a inspiré beaucoup un jour, Albert Londres, qui est quand même une des plus grandes figures du journalisme français. Son rédacteur en chef, il part en reportage et son rédacteur en chef lui demande quelle sera ta ligne. Sous-entendu, il était un peu inquiet de ce qu'allait faire Albert Londres. Et Albert Londres a cette formidable réponse, moi je ne connais qu'une ligne, celle du chemin de fer. mais c'est très juste, c'est-à-dire on n'y va pas avec des idées préconçues, on y va pour raconter quelque chose. Et le travail du journalisme, c'est cette capacité d'absorber une histoire, de la rentrer dans le ventre, et ensuite de la ressortir au plus juste, au plus près, sans aucune intention. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire dire quelque chose aux uns et aux autres, vous êtes dans un travail qui vise à l'honnêteté scrupuleuse. Alors ça, c'est quand on a le temps, quand on a les moyens. Et aujourd'hui, votre regard sur l'information aujourd'hui, sur le journalisme d'aujourd'hui, parce que si on pense, quand vous nous dites ça, quand on pense aux chaînes de télévision, par exemple,
toujours évident. Moi, ce que j'ai constaté sur la dizaine d'années écoulées, c'est une accélération incroyable du rythme de l'information. Où j'ai par moments le sentiment, il y a plein de cœurs, là c'est formidable. Oui, il y a plein de cœurs, hein, vraiment. Non, mais il y a des gens qui sont touchés par ce que vous dites et qui, voilà, qui sont vraiment dans l'interaction. C'est sympa comme environnement. Non, cette accélération de l'information, aujourd'hui, on est moi en tout cas c'est mon sentiment, dans un univers où on subit une avalanche d'informations en permanence, une sorte de déluge, et ça va très très vite et ça ne cesse d'accélérer, Moi parfois, je croise quelqu'un dans la rue qui me dit tiens tu sais que, et puis la question que je me pose, je ne sais pas, moi vous avez bien compris que ces outils-là, je les connais très peu, très mal, mais je sais que lorsqu'on me dit tiens tu sais que, souvent, parce que c'est quelqu'un qui a lu quelque chose sur un tweet ou un Facebook, ou voilà, et moi la question que je me pose, mais d'accord, il m'a dit ça, il considère que c'est une information, mais est-ce que c'est vraiment une information? Et je sais que quand je me pose cette question, c'est pas toujours une information. Voilà, qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'une vraie information? Moi je me pose plein de questions. Lorsque j'entends à la télévision ou n'importe où, à la radio, 200 morts quelque part, mettons, là on est dans la tragédie, est-ce que c'est une information? Je suis happé, moi, par la brutalité de l'annonce, quoi. C'est 200 morts, c'est beaucoup, c'est un drame, c'est une tragédie. Et en même temps, on va me dire, mettons, Alep, je dis ça au hasard, je me dirais, mais c'est terrible, mais je ne saurais rien de ce que vivent ces gens, de ce qui se passe là, quelles sont ces vies, pourquoi, comment. Et moi, à chaque fois, mon réflexe de journaliste, et c'est ce qu'on essaye de faire à 21, c'est de dépasser ça, c'est de dépasser ces effets d'annonce qui nous submergent pour rentrer dans la glaise, dans la matérialité des choses. Vous bravo d'ailleurs. Vous dites que vous êtes un vrai journaliste. C'est gentil, mais c'est quelque chose qui pour nous est très important. C'est ce qui explique ce choix du rythme de publication. Pourquoi tout trimestriel, tous les 3 mois? Pour prendre de la distance. Ça vous oblige à prendre de la distance avec cette avalanche et à faire des choix qui reposent sur des critères que vous estimez. Après, vous n'avez pas forcément toujours raison, mais en tout cas, ce sont des choix faits en toute honnêteté et scrupule que vous estimez de l'ordre de la pertinence. Cette histoire-là vaut d'être racontée parce qu'elle nous parlera de la marche du monde contemporain. Et vous allez faire des choix au nom de la pertinence et aussi de ce que va transporter cette histoire, l'histoire que vous racontez. Alors, c'est passionnant, tout ce que vous nous dites, j'ai envie de rebondir presque sur chaque phrase, c'est terrible, c'est affreux. Bon, ceux qui n'ont rien à faire ici, Mallette 66, tu n'es pas obligé de rester, voilà. Donc nous sommes avec Patrick de Saint-Exupéry, c'est absolument passionnant sur le journalisme aujourd'hui. C'est un métier rempli de culture et de connaissances. Un journaliste, c'est un métier rempli, le journaliste est un métier rempli de culture et de connaissances. Vous parlez de l'infobésité, ce qu'on appelle parfois l'infobésité, ce fait d'être submergé d'infos. Mais comment justement prendre du recul par rapport à ça? Parce qu'on est assailli de ça. Aujourd'hui, les médias en ont fait quelque part leur beurre. C'est difficile de sortir de une forme d'impasse. Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution alternative, à part lire votre revue, évidemment, mais... Non, mais attendez, là aussi, mais je comprends. Non, mais moi j'aime votre réflexion. Après, on n'est pas là, oui, je sais, pour voilà, on n'est pas là pour faire... vendre, etc. On est là pour avoir une réflexion. Oui, effectivement. Sortir de... moi, je sais que je suis journaliste, donc mon métier, mon travail, quoi, et ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste, c'est d'être au courant. Mais je sais que en même temps, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de Facebook, j'ai un téléphone que j'utilise pour téléphoner, bêtement, avec moi, un portable, et puis c'est tout, quoi. Mais en même temps, je ne regarde pas la télévision, mais je suis informé. Je n'ai pas besoin forcément de tous ces outils qui, par ailleurs, peuvent être aussi extrêmement utiles, mais peut-être dans d'autres cas, parce que ce sont des outils qui permettent de nouer des relations, qui permettent de discuter entre soi, qui permettent d'échanger aussi. Donc, je ne suis absolument pas contre ces outils, mais la question que je me pose est, est-ce que ces outils sont véritablement nécessaires pour être informé, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins pour s'informer, d'autres voies que l'on pourrait explorer pour un autre mode d'information que cette avalanche qui, moi, me désoriente en permanence. Et dès que j'ai essayé de regarder les fils Twitter, mais c'est incroyable, parce que je passe de ci, de là, ça va à une vitesse. Et je sais que si je reste un quart d'heure derrière un fil Twitter ou une demi-heure, j'ai un espèce dans le cerveau, un espèce de Rubik's Cube un peu désordonné, que j'arrive pas à remettre à l'endroit. Et j'ai absorbé à la fois beaucoup de choses, j'ai eu énormément d'impulsions, et en même temps, qu'est-ce qui m'en reste? Le journalisme, et je vais arrêter là, mais le journalisme, c'est pas tellement
c'est aussi raconter une histoire parce que cette histoire va poser des questions et va poser des bonnes questions. Et parvenir à poser les bonnes questions, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous ne cherchez pas à apporter la réponse. Votre objectif, c'est juste poser des questions, donner à vos lecteurs les moyens, la possibilité de se poser la question de manière justifiée. Et après, la réponse leur appartient. C'est pas à moi de répondre, c'est pas aux journalistes de répondre. La réponse, elle appartient à chacun. Mais tant que cette réponse n'est pas nourrie par une réflexion et par toute une démarche, on le rentre dans la compréhension du réel. C'est gentil, par exemple, de dire tiens, on va parler, mettons, de l'Afghanistan et d'un taliban, mais c'est quoi un taliban? Qu'est-ce qu'une vie de taliban? Pourquoi on devient taliban? C'est des choses qui peuvent se raconter. Et après, vous pouvez ne pas aimer les talibans, mais bien sûr, mais vous comprenez un certain nombre d'itinéraires. Et après, voilà. Vous allez aux profondeurs. Juste, je rappelle pour ceux qui y arrivent que donc Patrick de Saint-Exupéry est un grand journaliste, un grand reporter de terrain qui a cofondé la revue 21, qui est une revue trimestrielle. Cette voix ne vous est pas inconnue, sans doute parce que vous l'entendez parfois sur France Info. Parce que vous avez des chroniques sur France Info dans lesquelles vous présentez justement certains de vos sujets, de vos reportages. Absolument. Mais là aussi, c'est intéressant parce que souvent, les gens ont tendance à opposer naturellement, comme on est dans un monde qui résonne par antagonisme fort, noir ou blanc, ce qu'on appelle le news, c'est-à-dire l'actualité, au travail en profondeur. Et si nous avons créé 21, c'est parce qu'il y avait un surdéveloppement de ce qu'on appelle le news. Il y avait donc plus que ça. Vraiment l'inverse. Et donc, on n'a pas fait l'inverse. Enfin, vous êtes allé sur... On a fait... Il y avait un trou, quoi. Il y avait quelque chose qui manquait dans l'univers de l'information. C'est cette capacité aussi à raconter plus en profondeur et plus en longueur. Et lorsque vous dites ça, vous n'êtes pas en train de dire mais l'actualité, ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née cette idée avec France Info qui fait de l'actualité, nous qui faisons de la profondeur. Et les deux ne sont pas contre, les deux sont complémentaires. Ce sont deux modes qui peuvent être complémentaires à une condition, c'est que le news soit maîtrisé et que le travail en profondeur soit maîtrisé. Et dans ce cadre-là, les deux peuvent être complémentaires. Beaucoup de questions pendant que vous parlez. Désolé, je ne les vois pas, les questions. Donc le lien entre... La question en fait, qui se pose, c'est surtout celle de l'indépendance du journalisme, le lien aux politiques. Elle est sympa cette question. Quels sont les rêves que tu n'as pas encore pu réaliser? C'est une sacrée question. Hein. Bon, là, il y aura la question de l'indépendance par rapport aux politiques. Les médias sont liés aux milliardaires. On peut prendre un temps pour regarder vos commentaires, effectivement. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Vous avez l'air passionné, en tout cas. Ouais. Sylvain, oui, c'est moi. Bonjour Patrick. Sylvain, je réponds à ta première question avant d'en poser d'autres. Non, c'est vrai, c'est gentil de me taper sur les doigts. Merci. Vous voyez un peu périscope, le principe. Non, mais c'est gentil de me taper sur les doigts. Non, des rêves, il y en a plein. Non, il y a plein de rêves que j'ai pas pu réaliser. Là, je m'occupe d'un journal, d'un autre journal aussi de photojournalisme. On est en train d'en rêver un autre, voilà. On est en train d'en rêver un autre. En tout cas, vous réalisez vos rêves. On essaye. C'est l'invitation que moi j'essaye de faire aussi aux internautes ici, c'est vraiment d'aller au bout de ces rêves. 21 pour 21e siècle. Voilà. Oui, c'est juste Lionel qui me posait la question. Il y a tellement de rêves, en fait, c'est tellement de choses, mais même écrire quelques mots, parfois ça peut être un rêve aussi. Enfin, il y a tellement de choses aussi très simples qu'on peut faire et qui sont matière à rêve. Se promener, moi ça me fait rêver par moments où je me dis, je pars me promener, pas parce que c'est un moment de rêve qu'on marche. Juste marcher, c'est du rêve, pas parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Ces temps en suspension sont des moments extrêmement précieux et c'est justement un peu ces temps en suspension que nous vole cette avalanche, ce déluge. Donc, retrouver un peu cette possibilité de temps en suspension, c'est aussi un rêve. Voilà la première question. La deuxième question, puis je vois qu'il y en a plein, j'ai pas le temps de les dire. Ça n'arrête pas. J'essaye de les relayer. La deuxième question, c'était sur est-ce que la presse, ce sont tous des milliardaires? C'est vrai qu'aujourd'hui, la presse est la propriété de gens qui sont extrêmement riches, qui sont des financiers ou des industriels, qui sont M. Niel, M. Bolloré, M. Dassault, LVMH, enfin voilà, ce sont les rois un peu du monde d'aujourd'hui, et à peu près toute la presse est tombée entre ses mains, leurs mains, c'est assez dramatique, parce que ça pose beaucoup de questions sur notre société en fait. 21, c'est une presse indépendante, comme le Canard enchaîné est un journal indépendant. Il y a encore des titres indépendants, comme Mediapart aussi est indépendant, mais c'est vrai que la presse dite classique est aujourd'hui contrôlée par des gens extrêmement riches. Mais là aussi, est-ce que c'est inéluctable? C'est pas sûr.
Là aussi, je pense que les journalistes doivent se poser des questions, la presse doit se poser des questions. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait là quelque chose d'inéluctable. Ça fait partie du rêve aussi. Mais le rêve, tant que vous ne posez pas les questions, vous êtes certain d'une chose, c'est que vous n'obtiendrez jamais de réponse. Donc posez-vous des questions, posez-les-vous au maximum, et puis après, au final, vous vous direz oui ou non, mais tant qu'on ne se pose pas les questions, on n'arrive jamais à la réponse. Tout à fait juste. Vraiment, beaucoup d'interactions ce soir. Je suis un peu débordée par les questions. Je suis absolument désolée. Il y a eu plusieurs questions sur l'indépendance du journalisme. Le fait par rapport aux politiques. Il y a monsieur qui vous a remarqué que le Canard enchaîné ne publie pas de pub, mais comme 21 ne publie pas de pub, ne pas publier de pub, c'est aussi une marque de l'indépendance. Oui. Parce que, bien entendu, la pub vient donner des marqueurs aux journaux. La pub ne vient pas dire aux journalistes quoi écrire, mais en tout cas, la pub vient orienter le contenu. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de publicité, moi je ne sais pas, sur les produits de beauté par exemple, vous allez vous adresser plutôt à des gens concernés par les produits de beauté, ou beaucoup de publicité mode, c'est des gens qui sont concernés par la mode. Donc forcément, la pub induit que vous vous adressez à un cercle restreint, pas des gens qui sont un peu considérés, parce que c'est le cas de la pub, comme des cibles. Or, le journaliste ne doit pas parler à des cibles. Moi, quand on fait quelque chose, on ne parle pas à une cible, on parle à des gens, on parle à des lecteurs. Un journal, normalement, ça doit être un peu... Ah, dans combien de temps? Bientôt? Oui. Un journal... 100 minutes? On va négocier avec les pompiers. Juste, oui, il y avait la question de l'évolution de l'audiovisuel public que posait Sylvain depuis quelques temps. Excusez-nous, vos questions, j'essaye de les retenir pour ensuite les poser. La question de l'évolution de l'audiovisuel public et la question de Bernard Peters qui vous demandait par rapport à cette expérience sans filet de live streaming. Je trouve ça extrêmement intéressant. Simplement, moi j'ai une vraie difficulté, c'est que je ne vois pas assez pour lire les questions au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai un iPhone, donc c'est petit. Il faut que je mette mes lunettes. Alors je mets mes lunettes et je m'excuse. Voilà. Là, je peux les voir au fur et à mesure. Voilà. Venez comme vous êtes, comme au McDo. Pardon, excusez-moi. Mais la télé, enfin, je pensais au journal, parce que c'est plus mon univers. Mais un journal, ça doit être un peu comme un copain de papier. Voilà. C'est un copain de papier. C'est un endroit, normalement, où on doit pouvoir se sentir extrêmement proche, avec beaucoup d'affinité. On se parle, il n'y a pas d'injonction, voilà, on se parle. Et l'audiovisuel public, c'est une énorme question. Moi, je ne regarde pas la télé, donc je suis un peu embêté pour en parler, pas parce que je ne la regarde pas. Quand je regarde, j'avoue que je m'ennuie un peu parfois. Voilà, je ne regarde pas les 20h, parce que pour moi, c'est pas... Maintenant, vous allez regarder le 20h, le JT TV, le mercredi soir. Voilà, absolument. Je vais regarder un autre 20h. Voilà. Mais moi, c'est cette 20h alternatif. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Il y a même des gens qui parlent en anglais, mais in French. Oui, c'est international. Vous savez, c'est international. Très intéressant. Beaucoup de succès. Moi aussi. Voilà, vous avez beaucoup de succès, effectivement. Alors, du coup, vous avez répondu aux questions sur la question du public. Merci, thank you from Brazil. Ok, il y en a qui parlent anglais, c'est formidable, really wonderful. Mais écoutez, je pense qu'on va être obligé de conclure de toute façon. Pourquoi ne pas faire de périscope, monsieur ? Parce que je crois que monsieur n'est pas trop dans les nouvelles technologies. Oui, et puis vous savez, moi je suis un artisan. Cette idée de l'artisanat, c'est quelque chose qui, chez nous, à 21, et puis dans l'univers, on essaye dans notre univers, cette idée de l'artisanat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous écrivez un article comme un cordonnier. Vous savez, le cordonnier, il a beau travailler ses chaussures, ses semelles pendant 20 ans, 30 ans, les refaire, etc., faire au mieux. Lui, il voit toujours les défauts de son travail. Après 20 ans, 30 ans, il verra toujours les défauts. Il n'arrête pas d'essayer d'améliorer ce qu'il fait. Et ça, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de process industriel qui permet d'arriver à faire une belle chaussure. C'est juste ce travail d'artisan qui permet ça. Et le journalisme, c'est pareil. Et sur Periscope, alors, justement, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui se lancent en journalisme sur le live stream? Mais le journalisme, c'est pareil. C'est-à-dire que vous êtes un artisan, sauf que vous travaillez sur autre chose que le cuir. Vous travaillez sur la chair humaine, sur la matière humaine. Vous parlez des gens, vous racontez des gens. Périscope, ça peut être un moyen pour parler à des gens, mais parler, s'échanger. De manière artisanale aussi. Là, vous voyez, je suis en train, je lis les mots et je me rends compte que je parle trop. Voilà, mais c'est aussi un moyen d'essayer de se dire des choses sans
sans aucun intérêt, juste se parler. Et moi, je trouve que c'est un truc incroyable quand on commence à se parler et quand on commence à échanger juste tel qu'on est, sans se forcer. Voilà, c'est quelque chose. Et Periscope, visiblement, je le comprends là ce soir, est un moyen qui permet ça. Ah, absolument. En tout cas, quand il est utilisé de cette manière-là, Patrick Président. Je ne suis pas sûr que ce soit. J'ai l'impression d'entendre un ministre, mais pas du tout. Je pense que Carrie, tu n'étais pas au début. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas content des blédadards vieux. De toute façon, voilà. vous ferez de toute façon des mécontents. Mais en tout cas, on est quand même 34 en direct, donc ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce message-là. Je voulais dire autre chose sur le live streaming. Sincèrement bien, on ne nous a pas encore chassés, donc on reste encore un tout petit peu. Carrie, donc nous parlons avec, j'allais dire Antoine, non, Patrick de Saint-Exupéry, de l'avenir du journalisme et peut-être d'une manière alternative alternative à ce flux d'infos que nous avons en permanence. Moi, j'avais une question sur le choix qu'ont fait les médias. Je parle des médias en général, c'est pas bien, je sais, de faire des généralités, mais de choisir, comme disait Michel Serres il n'y a pas longtemps, d'avoir choisi le tragique, d'avoir choisi le dramatique. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de regarder aussi le monde avec d'autres lunettes? Certes, il y a des choses qui arrivent tragiques, mais il y a aussi des choses... Alors, oui, mais néanmoins, il y a quand même une difficulté. Oui, mais il y a une vraie difficulté. Parce que si on essaye de poser cette question-là au plus simple, si la presse ne racontait que des journaux, que des trains qui arrivent à l'heure, ça serait quand même assez... soporifique. Il peut y avoir des choses extrêmement... Mais attendez. Voilà, donc le train qui arrive à l'heure n'aura pas sa place dans la presse. Le train qui arrive en retard, forcément, s'il arrive très en retard, plus il est en retard, plus il a sa place. Mais ça, c'est logique. Maintenant, la difficulté, c'est pas tellement c'est dans la manière de raconter les choses. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on les raconte... J'ai le sentiment qu'on raconte les choses au paroxysme, qu'on utilise des mots extrêmement lourds, extrêmement pesants, qu'on les rend graves à tout prix. Alors qu'il peut y avoir, dans le drame, dans le tragique, la vie est parfois dramatique, elle est parfois tragique. Enfin, nous perdons tous nos parents à un moment donné. Enfin, c'est des moments qui nous marquent. Et on sait bien que passer ces morts qui nous marquent, mais il y a aussi toujours ce moment aussi où les gens sont rassemblés et puis on parle et on rit. Et même dans le tragique, il y a aussi cette dimension d'humanité, de chaleur. Donc et ça peut être raconté comme ça aussi. Façon de traiter le tragique. Voilà, et vous n'êtes pas en train de biaiser les choses, vous ne tordez rien, vous ne cherchez pas à rendre positif ou négatif. Simplement, la vie offre ces paradoxes. Et vous tenez compte de ces paradoxes. Vous n'êtes pas uniquement dans une dimension instrumentale, tragédie, etc. Vous acceptez aussi... Moi je me souviens de scènes dans des guerres où on riait, alors mais naturellement, on ne se forçait pas. Et il n'y avait aucune méchanceté. C'était certainement pas un rire hautain. C'était un rire pas parce qu'on était avec les gens, pas parce que lorsqu'on est dans des situations difficiles, tout le monde rit. Même dans la guerre, on rit. Alors, et après, il y a aussi le drame, mais les deux coexistent. Et c'est revenir à ces choses-là qui sont le tragique et le rire peuvent cohabiter, ces complexités, et parvenir à raconter cette complexité de la vie. Et c'est là où intervient le travail du journalisme, au plus simple, sans jamais simplifier les choses. Mais voilà, parvenir à raconter de manière simple des choses complexes, sans jamais les simplifier. C'est un énorme travail. On peut parler aussi des choses, on peut parler de cette manière-là aussi des choses des trains qui arrivent à l'heure, malgré tout. Voilà, oui, non, mais après il y a beaucoup de variations. Non, mais là je prenais l'exemple le plus dur, parce qu'après il y a beaucoup d'histoires qui méritent d'être racontées, mais elles n'ont pas forcément de dimension tragique, et elles méritent d'être racontées parce qu'elles disent quelque chose de la marche du monde. Et là, c'est un travail compliqué, exigeant, qu'il faut faire, bien entendu. La façon de raconter est très interprétative, donc, et il y avait également une question sur le regard des autres journalistes sur votre façon de voir le journalisme. Alors là, oui, le côté interprétatif, et je vois aussi le côté être neutre. Mais vous savez, on n'est pas neutre. Je veux dire, raconter quelque chose, c'est un engagement, donc il n'y a pas de neutralité, il faut être honnête avec ça. En revanche, moi, je ne crois pas à l'objectivité dans l'univers du journalisme. J'entends en permanence l'objectivité, mais si on résume l'objectivité au plus cru, c'est quoi l'objectivité? C'est 30 secondes pour les Juifs et 30 secondes pour Hitler? Vous êtes objectif? Voilà, c'est objectif. Vous mettez les deux plateaux et puis chacun doit être au même niveau. Non, c'est pas objectif. En revanche, pour moi et pour nous, l'objectivité, c'est d'assumer sa subjectivité. C'est-à-dire vous raconter, pas parce que vous avez vu et vous êtes capable de dire et vous donner les choses, mais vous êtes dans l'honnêteté la plus scrupuleuse
et vous assumez cette objectivité. Vous ne prétendez pas parler au nom d'une personne indéterminée. Vous êtes quelqu'un qui a été là et vous l'assumez. Vous n'êtes pas obligé de dire je, mais j'étais là, j'ai vu, j'ai entendu. Je raconte, je rapporte les propos que j'ai entendus au plus juste, au plus près. Il n'y a pas de prétention d'objectivité. En revanche, il y a la prétention d'y avoir été, d'avoir entendu, d'être en position de restituer. Et ça, c'est la prétention. Et ensuite, accompagné d'une extrême humilité, c'est-à-dire que vous allez faire ça, tout ce travail-là, dans le respect le plus total des gens que vous avez rencontrés et aussi de vos lecteurs. Oui. Et là, c'est l'humilité. Donc, vous êtes en train d'additionner des paradoxes, à la fois la prétention et le côté humilité. Et si vous parvenez à additionner ces paradoxes, parce qu'ils peuvent se fondre, ça des paradoxes en apparence, alors vous êtes dans la justesse de ce merveilleux travail. En tout cas, que moi, je trouve merveilleux. Mais qui aujourd'hui, malheureusement, certains faisaient cette remarque, aujourd'hui, une forme de décrédibilisation, est-ce qu'on peut dire ce mot-là, du journalisme en général, avec peut-être la campagne actuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, forme de méfiance. Ah oui, bien sûr, non, mais on constate cette méfiance autour du journalisme, mais je pense qu'il y a un peu mal donne, parce qu'aujourd'hui, les frontières sont un petit peu floues entre ce qu'est le journalisme et ce qu'est la communication. Et paradoxalement, la presse a participé à ce côté floutage des frontières. Vous savez, auparavant, il n'y a pas encore très longtemps, il y a encore une dizaine d'années, les journaux disaient, on parlait de titres, et dans les rédactions, c'était des titres, Le Figaro, Le Monde, Libération, qu'importe les titres, hein, c'était des titres. Et aujourd'hui, on ne dit plus titre, c'est un mot qui a disparu, on dit marque. On dit les marques Le Figaro, les marques Le Monde, ça c'est... Voilà. Mais il y a eu une bascule de l'univers. Lorsqu'on disait titre, on était dans l'univers de l'information, dans le monde de l'information, dans le monde du journalisme. Lorsqu'on devient marque, on passe dans l'univers de la communication. Et ça, c'est autre chose. La communication, c'est un autre univers. Et donc, il y a eu brouillage des frontières. Et ce brouillage des frontières, à mon sens, explique aussi la méfiance que l'on peut ressentir du public auprès du journalisme, parce que, attendez les gars, vous êtes sympas, mais quand est-ce que vous faites du journalisme, quand est-ce que vous faites de la communication, vous n'êtes pas clair là dans ce que vous nous dites. Et puis quand l'émotion prend le pas aussi sur le fait. Mais l'émotion aussi, quand on joue l'émotion, c'est aussi de la communication, parce que on cherche, c'est un ressort de communication. Et ça, les gens, tout le monde le sent, je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'information comme elle nous environne, on sent au bout des doigts, on a tous ces sensations de, mais attendez les gars, soyez clairs, quoi, vous faites du journalisme ou de la com, et donc mais arrêtez quoi, vous me dites que vous faites du journalisme, mais là c'était de la com, ou si vous faites de la com, faites de la com, si vous faites du journalisme, faites du journalisme, mais en même temps c'est pas le métier des gens, donc ils vont dire mais attendez, de quoi vous nous parlez là, d'où vous nous parlez, qu'est-ce que vous voulez nous dire, et donc ce sentiment de méfiance qui se crée, qui grandit et certains parmi ceux qui se renforce, sont vraiment dans cette optique-là, en tout cas cette grande méfiance et cette... Mais je le comprends, enfin, je suis d'accord avec eux et en même temps je le déplore. Voilà, et on est en train de... Il faut qu'on y aille là d'y aller. Voilà. Alors, bon, moi j'aurais bien continué là. Les pompiers nous disent qu'il faut qu'on y aille. Ouais. Et en même temps, toutes les bonnes choses ont une fin. On avait dit à peu près une demi-heure, on est dans le timing. C'est vrai qu'on pourrait continuer 1 heure. Hein. Oui, mais en tout cas, moi je remercie les gens, parce que j'ai malheureusement pas lu tous les messages, voilà. Mais il y avait beaucoup de Merci à tous d'avoir remarques, suivi, effectivement. Voilà. Alors, je pourrais vous envoyer le replay, si ça vous intéresse, mais en même temps, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Effectivement, je fais un JT donc alternatif, un peu différent, tous les mercredis soirs, et nous étions ce soir avec Patrick de Saint-Exupéry. Si on devait retenir une chose, moi j'ai bien aimé l'image de l'artisanat, du journaliste artisan qui vient travailler la matière, qui vient raconter. Mais vous travaillez la glace humaine, la glace de l'humanité. Vous êtes normalement les doigts dedans. Et puis avec un gros encouragement pour Périscope. Bravo. On va dire ça, hein, parce que j'ai l'impression que bien sûr, c'est très agréable de discuter comme ça, de cette manière-là. Eh bien, on le refera. Si vous le voulez bien. Bravo pour vos lunettes. Oh bah écoutez, voilà, moi l'idée c'est de voir le monde avec des yeux un peu différents, de voir ce qui se passe de positif et surtout d'encourager chacun à agir dans sa vie et à se bouger. Voilà. Merci beaucoup. Arrêtez là, merci beaucoup. Merci à tous, je ne peux pas citer tout le monde, je ferai un débrief un petit peu plus tard avec vous pour qu'on puisse tirer le meilleur de cette interview. Merci pour votre réactivité et votre présence, vous avez été très nombreux ce soir. À très vite.